Chers tandémistes, bonsoir. C'est avec une immense joie que je vous retrouve ce soir avec un chroniqueur qui fait son grand retour sur l'antenne de Tandem. J'ai nommé Rudy Sidbon. Bonsoir Rudy. Bonsoir Galit, bonsoir les amis, bonsoir Jérôme. Retour sur Tandem, donc avec Success Série, une nouvelle chronique où tu vas donc nous raconter et nous parler de la série qui a fait un carton cet automne. Dis-nous tout. Je te laisse nous présenter ça. Eh ben, cette série, je pense que vous avez dû en entendre parler, notamment en Israël, puisque c'est une série qui est sur Netflix. Et cette série s'appelle The Queen's Gambit, traduite en français par Le jeu de la dame. C'est assez curieux. Le jeu de la dame, de Queen Gambit alors. C'est ça. Donc de Queen Gambit. Alors toi, dis-nous déjà, est-ce que tu peux nous pitcher la série sans trop spoiler? Sans trop en dire. En fait, cette série va suivre les traces d'une jeune prodige âgée de 9 ans qui s'appelle Bess Harmon et qui va s'avérer être en fait une prodige des échecs. Et on va suivre un petit peu son parcours sur une durée d'à peu près 14 ans. Voilà. Alors Jérôme, toi, je crois que tu l'as pas vu la série encore. Non, je l'ai pas encore vue et c'est vrai que j'en ai entendu parler. Mais avant ça, moi qui regarde beaucoup Netflix, j'avais vu l'affiche qui m'avait pas fait rêver. On m'a dit que ça parlait d'échecs, qui n'est pas une activité qui me passionne forcément. Donc j'ai pas eu la curiosité d'appuyer sur le bouton et de commencer. Eh ben écoute, moi je l'ai vu, Rudy, la série de Queen Gambit, le jeu de la dame, et j'avoue que je l'ai vu il n'y a pas très longtemps, donc j'en avais entendu parler, tout le monde nous en rabattait les oreilles pendant des semaines et des semaines, des millions de spectateurs, de téléspectateurs, vraiment. Donc du coup, quand je l'ai vu, j'étais pas très enthousiaste. C'est-à-dire que voilà, les deux premiers épisodes étaient bien, après je me suis laissé prendre, mais bon, pas super enthousiaste. Et j'avoue qu'avec du recul, maintenant que je l'ai vu il y a quelques semaines, écoute, ça m'en a laissé j'ai un très bon, j'ai un très bon souvenir et du coup, j'ai aimé. Du coup, je peux dire aujourd'hui que j'ai vraiment aimé cette série. Et oui, elle monte en puissance. Enfin, franchement, voilà, je la conseille. Je te la conseille, Jérôme, même si je connais rien aux échecs. Alors, à qui elle s'adresse cette série? Est-ce qu'il faut connaître les échecs pour apprécier cette série? Eh ben, voilà une question qu'elle est bonne. Alors, je vais juste rebondir, je vais répondre à cette question, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, Galit, c'est très intéressant, parce que tu as dit en fait que sur le moment, lorsque tu l'as vu, c'est pas quelque chose qui t'a complètement transcendé, mais t'en gardes un super souvenir avec le recul. Exactement. Et en fait, c'est ça qui est intéressant avec cette série, c'est que c'est une série qui s'imprime dans nos rétines et dans nos têtes. Et une fois que tu l'as vu, c'est-à-dire il peut se passer une semaine, un mois, tu as toujours cette sensation que cette série, elle est toujours à l'intérieur, en fait, elle fait partie de toi. Ouais. C'est incroyable. Et donc maintenant, je vais répondre à notre ami Jérôme. Jérôme, en fait, cette série, elle s'adresse à tout le monde, bizarrement. C'est une série qui traite des échecs, c'est un thème qui est récurrent effectivement à l'intérieur, au niveau de l'histoire. Mais en fait, le jeu d'échecs, c'est un prétexte. Ce qui est raconté, c'est la trajectoire d'une enfant, et on va montrer à quel point en fait peut s'illustrer le côté prodigieux de quelqu'un à travers cette jeune enfant qui est prodigieuse. Et en fait, en suivant son parcours, grâce à la thématique des échecs, on va voir en fait cette évolution. Donc en réalité, cette série ne s'adresse pas qu'aux joueurs d'échecs ou ceux qui sont passionnés par les échecs, elle s'adresse vraiment à tout le monde. Et ce qui est très intéressant, et je conclurai là-dessus, c'est que moi, par exemple, j'ai joué aux échecs quand j'étais jeune. Donc effectivement, la partie technique, je l'ai assimilée par rapport à la série, donc c'est quelque chose qu'on peut apprécier en plus. Mais malgré tout, j'ai l'impression que même si on ne connaît pas les règles, c'est pas très important parce qu'il est plus question de psychologie. Et lorsqu'ils jouent aux échecs, on voit moins les échiquiers et on voit plus les regards, la gestuelle. Et c'est ça qui crée la tension. Et c'est là où le tour de force pour moi est réussi. Alors, je te confirme, moi, je ne joue pas aux échecs et pourtant, oui, j'ai été prise au jeu de la série et effectivement, je peux dire que sur le moment, j'étais pas super emballée. Je dis ouais, bon, ok, ça valait pas le buzz. Et puis finalement, effectivement, au fil du temps, ça reste bien. Juste sans en dire trop, tu peux nous dire à peu près à quelle époque ça se passe, dans quel pays, qu'on ait un peu d'infos de contexte? Alors là, on rentre dans le cœur du sujet parce que c'est ça, franchement, c'est un acteur à part entière, l'époque. Ah, complètement. C'est-à-dire que, en fait, au cinéma, on aime bien souvent mettre l'accent sur la partie technique pour créer une meilleure immersion. Et là, en l'occurrence, vu que l'action du film, enfin de la série, pardon, se situe dans les années 50 et 60,
il a fallu faire un travail au niveau de la reconstitution, au niveau des costumes, au niveau des décors, bien entendu. Et là où c'est aussi très intéressant, c'est que ce travail-là, on peut aussi le percevoir au niveau du grain de l'image. En Ouais. désaturant en fait l'image, en faisant un travail de colorimétrie, à partir de là, en fait, on donne un certain cachet à l'image qui donne un petit côté vieillot. Et je trouve que c'est très intéressant et on sent qu'il y a eu vraiment des moyens derrière et un travail méticuleux au niveau technique. Et ça, je pense que c'est là qu'on voit que c'est une série de qualité. C'est que malgré les moyens, puisque ça reste quand même une série, hein, c'est pas un film, c'est pas le budget d'un film, bah, malgré tout, ils ont vraiment mis l'accent là-dessus pour faciliter l'immersion. Et je pense qu'au final, d'une manière consciente ou inconsciente, ça joue énormément sur la qualité, sur le ressenti qu'on a en regardant cette série. Et le casting, Rudy, est-ce que je pense que le casting de cette actrice, dis-nous ce que tu en as pensé, mais je pense que l'actrice en elle-même, qui n'est pas un canon de beauté, elle est Oui. envoûtante. Elle est complètement envoûtante, elle est magnétique, cette Ouais, actrice. ouais. C'est une actrice que je connais depuis quelques années. Alors, non pas que je la fréquente, hein, mais en fait, je l'avais découvert dans le film Split de Night Shyamalan. Ah ouais, moi je l'avais Euh, jamais vu, hein. Je l'ai Tu jamais l'as pas vu. vu? Non. Bah, les amis, Enfin, nos chers auditeurs, ceux qui regardent cette émission, si vous n'avez pas vu Split, c'est une pépite. Et cette actrice, donc Anya Taylor-Joy, joue dans ce film face à James McAvoy qui est fabuleux dans ce film. Et elle est juste extraordinaire, elle est bluffante. ah Et ouais. du coup, depuis ce film, j'ai toujours voulu découvrir, en fait, à chaque fois qu'il y a un film qui sort avec elle, je vais le voir. Comme un film qui est sorti cet été au cinéma sur Les Nouveaux Mutants, où elle a un rôle, d'ailleurs, elle joue le rôle d'une garce, et elle est géniale dans ce rôle. Ah bah Preuve tu en est peux. qu'elle peut jouer vraiment tous les rôles. Ah bah oui, parce que moi j'étais persuadée que c'était son seul rôle, hein. Ah J'avoue. non, 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 elle a joué dans plein d'autres films. Hein. Anya Taylor-Joy, pardon, j'ai écorché son nom, pardon, Anya, si tu nous écoutes. Non, mais c'est vrai qu'elle a un côté magnétique et en même temps, quand je vois son jeu d'actrice, je me dis que du fait de son jeune âge, hein, lorsqu'elle a commencé à tourner, je pense que cette jeune femme est une surdouée. J'en suis quasiment sûr, je mettrais ma main à couper qu'elle est surdouée. Et le fait qu'on ait besoin d'incarner un personnage prodigieux et qu'elle-même soit surdouée, je pense que ça a énormément joué au niveau du casting. Mais rassure-toi, Galit, ce n'est pas la seule à être géniale. Il y a aussi d'autres Ah ouais. Ah oui. personnages Oui, oui, qui oui. sont extraordinaires, Franchement, oui, ah oui. oui, qui gravitent autour d'elle et qui ont une aura aussi. Ah mais Et exactement, si vous voulez ne qu'on en serait-ce parle tout de suite, que sa mère adoptive. notamment, elle s'appelle Marielle Heller, cette actrice qui joue sa maman adoptive. Alors, je ne sais pas si on peut spoiler maintenant ou si on attend un peu, Galit. Bah, je sais pas, c'est à toi de voir. Moi, parce que moi, j'avais envie qu'on passe aux défauts quand même, parce que là, depuis tout à l'heure, on encense, il y a quand même quelques défauts. Bah, en fait, pas tant que ça. Alors, je vais vous dire un truc qui va peut-être vous surprendre, et notamment toi, mon cher ami Jérôme, c'est que cette série, ce qui est dingue, c'est qu'elle ne se prête pas au binge-watching. Alors, je traduis pour ceux qui connaissent pas trop. C'est le fait, en fait, d'enchaîner les épisodes d'une série les uns à la suite des autres. Et là, pour le coup, c'est une série, donc une mini-série, en réalité, ce n'est pas une série, une mini-série. La différence, c'est que c'est programmé pour ne durer qu'une seule saison. Donc on sait qu'il y a un début, on sait qu'il y a une fin, il ne peut pas y avoir de suite possible. Ah bah justement, Donc là, c'est j'allais une te le série un demander. Ouais, j'allais te poser la question. Toi, t'es sûr à 100%, il n'y a pas de suite? Ah, pour moi, ce serait absolument pas justifié. Ah voilà, Et c'est vrai que la manière dont ça se termine ne justifie pas une suite. Mais bon, on on sait jamais. pourrait, techniquement, on pourrait faire une suite. Mais j'ai pas l'impression que ce soit très pertinent de le faire parce que ce qu'il y avait à raconté, on l'a très bien raconté. Et voilà, encore une fois, vu que c'est une mini-série, il y a un début, il y a une fin, tout Ouais. est cohérent. Et voilà, ça fait 7 épisodes. C'est un petit peu comme Unorthodox, qui était Mhm. aussi une mini-série, qui, elle, tenait sur 4 épisodes. Bah là, c'est le même principe. Bien, j'adore ce nouveau format de mini-série où on n'est pas effectivement à attendre les saisons qui s'enchaînent. On est là, on regarde, il y a un début, une fin. C'est super. Et puis, ça nous fait un week-end pluvieux à s'occuper. Et puis voilà, on n'est pas à attendre les épisodes les uns après les autres, les semaines après semaines. C'est ce qui est épuisant en fait. Et du coup, c'est un nouveau format qui, moi personnellement, me convient très bien. Mais j'ai lu, Rudy, qu'on comparait cette série à la saga Rocky. Je vois pas très bien le rapport, Le personnellement. rapport. Alors c'est marrant que tu me dises ça parce que c'est quelque chose que j'ai écrit aussi sur une critique que j'ai mis sur Facebook Oui, après avoir fini cette série. oui. Alors je me suis pas confronté. Ce que je fais en général, c'est que j'écris d'abord ma critique et ensuite
je vais regarder un petit peu ce qui se passe sur Internet pour essayer de la confronter un petit peu aux youtubeurs et aux critiques professionnels, pour voir si j'ai visé juste ou si j'ai vu des choses qui étaient justes. Et là, pour le coup, c'est vrai que mon premier réflexe a été de penser à Rocky. Et en réalité, je me suis dit, mais c'est débile parce que ça n'a rien à voir. Rocky, en réalité, le personnage, c'est pas du tout un prodige, c'est pas un surdoué de la boxe, c'est un mec qui est complètement, enfin, c'est un loser en fait, mais qui a un grand cœur, qui est un personnage vraiment atypique, qu'on va aimer parce qu'il a quelque chose, il a une aura particulière. Et ce gars-là, il va passer en fait de l'ombre à la lumière. Dans la série de Queen's Gambit, le personnage est un génie, ou plutôt une prodige, enfin une surdouée. Et ce qui est intéressant, c'est que la trajectoire, elle est inversée. C'est-à-dire qu'au départ, on comprend très vite que lorsqu'elle va rentrer dans les échecs, parce que bon, on se doute un peu avec l'affiche, elle va cartonner, elle va défoncer tout le monde et ça va être voilà, ça va être l'apothéose très rapidement. Et en réalité, là où c'est intéressant, c'est qu'on va commencer à voir qu'elle va avoir des addictions à des médicaments, plus tard ensuite à de l'alcool. Donc désolé pour le mini spoil. Et à partir de là, son ennemi, en fait, son antagoniste de la série, ce ne sera pas ses adversaires, ce sera elle-même. Alors que dans Rocky, ce n'est pas tout à fait pareil. Alors pourquoi, tu me diras, cette similitude? En fait, là où je compare cette série à Rocky, c'est que dans Rocky, la boxe est un prétexte, de la même manière que dans The Queen's Gambit, les échecs sont un prétexte, où on va voir la trajectoire d'un personnage qui va d'un point A à un point B. Et ce qui est très intéressant dans The Queen's Gambit, c'est qu'au départ, Beth Harmon, en fait, c'est un pion. C'est un pion dont on peut se débarrasser. D'ailleurs, pour ceux qui ont vu cette mini-série, au départ, on voit un accident de voiture, on pense que c'est un accident, et on va comprendre qu'en fait, c'était pas tout à fait un accident. De la même manière que sur un jeu d'échecs, le pion est une pièce que l'on peut sacrifier, eh bien, au fur et à mesure, lorsqu'elle va commencer à évoluer, cette gamine, grandir, et devenir de plus en plus humaine, et un peu de moins en moins ce côté un peu ordinateur, ce côté où c'est trop facile, elle est trop forte, où on va voir ses failles aussi, et c'est justement à ce moment-là qu'elle va réussir à triompher. Et là où c'est intéressant, c'est que même au niveau des plans, au niveau des costumes, des habits, on va voir qu'à la fin de cette mini-série, elle va ressembler à une reine, notamment avec son bonnet blanc et le petit pompon sur la tête comme aux échecs. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir cette trajectoire, en fait, d'où elle part et où elle arrive. Ah, moi, et par contre, cette analyse, excusez-moi, juste termine parce que c'est important de le citer, et je ne l'avais pas remarqué quand j'ai vu la série, c'est Captain Popcorn, qui est YouTuber, qui a fait cette analyse qui était brillante, donc je me dois de le citer. Voilà. Ouais, j'avais deux questions parce que j'ai quand même, tu m'as donné envie de la regarder et quitte à spoiler un peu. La première chose, est-ce que le contexte historique des années 50-60, il a une importance particulière? Et la deuxième, est-ce qu'on a l'impression que c'est une histoire vraie? Est-ce qu'à ta connaissance, il y a des vrais éléments biographiques? C'est l'histoire de quelqu'un qui est raconté, romancé ou pas du tout? Alors, je vais commencer par ta première question. Il faut savoir que durant les années 50 et 60, c'était la guerre froide. Et la guerre froide, donc, c'est forcément cette rivalité entre les Américains et les Russes. Et comme le jeu d'échecs, c'est une spécialité russe, et notamment les meilleurs joueurs du monde, c'était des joueurs russes, le fait qu'on puisse voir une Américaine finalement gravir les échelons, battre des adversaires déjà sur le sol américain, d'abord dans son État, et puis ensuite ça s'agrandit même au niveau national, on se dit, est-ce qu'elle va réussir à mettre fin à la suprématie russe, où en fait le russe qui joue dans le film n'a jamais perdu. Hein. Et ça m'a fait penser aussi à Garry Kasparov, qui était invaincu en 1985 et 2000, même si la période arrive bien plus tard. Mais quoi qu'il en soit, dans la mesure où il y a une rivalité entre les Américains et les Russes, forcément c'est sous-jacent par rapport à l'époque, années 50, années 60. Oui, et donc ça amène à la deuxième question. Au-delà de ça, on voit bien aussi le contexte de la guerre froide, où effectivement les joueurs russes qui viennent participer à des compétitions, tournois d'échecs, voilà, je cherchais le mot, à des tournois aux États-Unis, ils sont pas lâchés d'une semelle par le KGB parce qu'ils ont peur qu'ils aillent demander l'asile politique aux États-Unis. Donc, ils sont vraiment. Ça, c'est un contexte historique qu'on sent bien dans la série. Tout à fait. Et tu fais bien de le souligner parce que, à l'inverse, à la fin, lorsque c'est elle qui va se rendre en Russie, il y aura un agent justement qui sera là aussi pour la protéger. Mmh. Et alors, du coup, c'est marrant parce que la conclusion de la série, que je ne vais pas spoiler pour le coup, parce que Jérôme, je t'aime trop pour te faire ça. Ah, c'est gentil. La scène finale,
je la trouve géniale au niveau du symbole. Parce qu'elle fait quelque chose qui va à l'encontre de ce qu'elle aurait dû faire. Et moi, ça m'a énormément touché, cette séquence finale. Alors, on a, par rapport à ta question aussi sur... tu m'as demandé après, Jay, au début, tu m'as dit par rapport à l'époque, et après, est-ce que c'est une histoire vraie? Alors, ce n'est pas une histoire vraie, c'est tiré d'un roman qui est sorti en 84. Et en fait, cette histoire, elle a été adaptée donc, dans le cadre de cette série. Ça aurait dû être un film, au départ, qui devait être réalisé par Heath Ledger, mais bon, comme vous le savez, malheureusement, il est mort à la fin du tournage de Batman Begins, Dark Knight, pardon, dans lequel il avait été extraordinaire. Et donc, pour le coup, ils n'ont pas pu tourner ce film à l'époque, mais c'était toujours en projet de faire quelque chose autour de cette œuvre-là, de ce roman. Et en fait, tous les personnages sont fictifs dans la série, mais néanmoins, ils sont inspirés de personnages réels. À savoir que Beth Harmon, de l'auteur, en tout cas réel, donc l'écrivain qui a fait le roman, lui s'était inspiré du joueur d'échecs Bobby Fischer. Mais dans le cadre de la série, ce n'est pas un homme, c'est une jeune prodige, donc féminine. Et donc pour le coup, le réalisateur, Scott Frank, qui s'appelle, voilà, lui s'est inspiré d'une jeune juive hongroise qui, elle, qui est devenue grand maître à l'âge de 15 ans. Donc, je pense qu'il s'est inspiré surtout de ce personnage-là dans le cadre de cette mini-série. Elle s'appelle Judith Polgar, cette jeune hongroise. D'accord. Et c'est même époque de vie? Non, du tout. Ah. C'est pour ça qu'en fait, comme je vous le disais, l'époque, elle, qui est reconstituée dans le roman de base, c'est bien les années 50-60. Donc, l'auteur s'est inspiré de Bobby Fischer par rapport à ce personnage-là. Mais ce personnage a été adapté en fait dans cette mini-série par rapport, je pense, à cette jeune prodige qui s'appelle Judith Polgar, vu que le personnage est féminin dans la mini-série. Ok. Ça donne très envie, hein. Oui, c'est une très bonne série, je la conseille, surtout que ça va, je trouve qu'on n'a pas... Je me suis retenue de spoiler davantage, je trouve qu'on n'a pas tellement spoilé. Non, je m'attendais à pire. Alors par contre, juste une petite chose pour notre ami Jérôme aussi, parce que je l'avais démarré tout à l'heure, mais je n'ai pas été au bout, je me suis interrompu, j'en suis désolé. Ce que je voulais dire, c'est que là où il y a un véritable tour de force du réalisateur, et notamment aussi du scénariste, puisqu'il est aussi scénariste, c'est qu'on arrive finalement à enchaîner les épisodes, alors qu'ils n'y a pas de... Ils ne sont pas tombés dans la facilité du cliffhanger. Le cliffhanger, c'est quand vous finissez un épisode par une séquence, où là, vous dites, ah non, je ne peux pas m'arrêter là-dessus, il faut que je vois la suite, c'est pas possible, sinon je ne vais pas dormir. Et là, pour le coup, ce n'est pas le cas. Et malgré tout, on reste complètement accroché et on enchaîne les épisodes, pas parce qu'il y a un cliffhanger, parce qu'au départ, on se dit, mais à quel moment le monde va se rendre compte que cette jeune gamine est un génie? À quel moment on va la voir en train de défoncer tout le monde sur les tournois? Ça, c'est le début. Et après, lorsqu'elle va tomber effectivement dans des addictions liées à ces médicaments qu'elle prend pour se calmer, qu'on lui donne dans son orphelinat au départ, et ensuite elle va avoir une accoutumance par rapport à ça, et lorsqu'ensuite elle va sombrer plus ou moins dans l'alcool, là, on reste accroché en se disant, est-ce qu'elle va réussir à s'en sortir, ou est-ce qu'elle va plonger jusqu'au point de non-retour, et finalement ce sera quelque chose de gâché. Et c'est là qu'en fait, pour moi, est l'intérêt de cette série, et c'est pour cette raison qu'on reste accroché jusqu'à la fin. Donc Rudy, voilà, passionnant comme d'habitude. On boit tes paroles. Du coup, c'est vrai que c'est toi qui nous as envoûtés du coup sur cette success série. Mais alors, est-ce que d'après toi, il y a des critiques, des défauts à cette série, des choses que tu pourrais toi reprocher du coup, parce que jusqu'à maintenant, on l'a encensé quand même. On l'a encensé et à juste titre. Il faut savoir que c'est une série qui a quand même fait l'unanimité sur Internet, autant par la presse que par les spectateurs, et surtout par les spectateurs, parce que sur Allociné, elle a une note de 4,5 sur 5, ce qui est énorme. Et il faut savoir qu'aux États-Unis, le site donc Rotten Tomatoes, qui est un agrégateur de tout ce qui est cinéma, critique, etc., eh ben, cette série est recommandée sur ce site américain à 99%. Donc c'est énorme. Alors c'est difficile de trouver des défauts, malgré tout d'un point de vue purement subjectif, là pour le coup. Je dirais que le rythme de la série est un petit peu inégal. C'est-à-dire que moi, les 2 premiers épisodes, je les ai trouvés vraiment exceptionnels. Ah ouais. Et en fait, je les ai tellement trouvés exceptionnels qu'à partir du 3e jusqu'au 6e, je suis un peu retombé dans le creux de la vague avant que ça reparte effectivement sur le 6e et le 7e qui conclut. Donc voilà, c'est au niveau du rythme, je trouve que c'est un peu moins intéressant lorsqu'on commence à rentrer vraiment dans les problèmes d'addiction, lorsqu'on sent que ça commence à décliner.
et elle va rencontrer pas mal de personnages, effectivement, qui vont graviter autour d'elle, qui sont très intéressants aussi. Mais je trouve qu'on n'a pas la magie des 2 premiers. On n'arrive pas à la retrouver, cette magie-là. Mais malgré tout, je pense que tous les épisodes sont essentiels. Mais moi, en ce qui me concerne, je pense qu'elle aurait très bien pu faire 5 épisodes au lieu de 7, que ça aurait été tout aussi bien. Ah ben, Voilà le seul petit de la c'était exactement mon ressenti. J'ai accroché sur les 2 premiers épisodes. Après, je me suis demandé, c'était vraiment, voilà. Et puis après, oui, effectivement, les 2 derniers, on se raccroche à nouveau. Ils nous accrochent à nouveau. Quelques anecdotes sur cette série. Alors, des anecdotes, faut savoir qu'on a parlé de reconstitution tout à l'heure des années 50-60, donc ça se passe aux États-Unis, bien entendu, sauf que la série n'a pas été tournée une seule seconde là-bas. Elle a été tournée en Europe. Est-ce que vous avez une Ah idée bon? du pays dans lequel elle a été tournée? Ah bon, mais alors, Principalement. non, mais jamais, jamais j'aurais pensé. Bah, je dirais un pays de l'Est, moi. République tchèque. Ouais. Ouais. T'as dit quoi, Jérôme? République tchèque? Non, 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 non. C'est un peu plus près de la France. Ah, plus près de la France? Ouais. La Croatie? Non, un peu plus haut. C'est un pays qui a une frontière avec la France. Ah, qui a une frontière. Allemagne? Bravo! Ah Oui, ouais? Jérôme! Bravo, Waouh! Jérôme! C'est l'Allemagne. Ça a été tourné à Berlin, principalement. Il y a eu quelques plans extérieurs qui ont été tournés notamment aussi au Canada. Mhm. Mais rien n'a été tourné aux États-Unis, ce qui est assez bluffant quand on voit le résultat. Mais oui, c'est bluffant parce que franchement, ils ont réussi à faire une reconstitution assez. Mais c'est vrai que mais du coup, oui, le gris comme ça, effectivement, il y a pas mal Ouais, de. alors, c'est un côté désaturé. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a une colorimétrie qui est faite par rapport au jeu d'échecs, hein. Il y a beaucoup de contraste avec les blancs, les noirs, au Ouais, niveau des tenues. ouais. Le fait qu'elle porte aussi des vêtements à carreaux qui rappellent forcément l'échiquier. Et donc voilà, tout ça, bien évidemment, c'est fait exprès, hein. Encore une fois, il y a un vrai travail derrière au niveau de l'analyse, au niveau de l'écriture. C'est très ciselé, même au niveau des dialogues. Et il y a un truc dont on n'a pas parlé aussi, voilà, parce que je viens de me rappeler, mais au niveau de la mise en scène, il y a quelque chose de fabuleux lorsqu'elle est dans son lit, qu'elle regarde son plafond, et que là, elle projette. C'est une Ouais. projection mentale, en fait, de l'échiquier. Elle est Et en oui. train de jouer sur son plafond, elle refait ses coups, et elle voit à quel moment elle a fait une erreur. Mm. Je trouve que cette idée-là, c'est simple, mais c'est bluffant à l'image, et c'est super beau. Oui, oui, mais ça, c'est assez exceptionnel. Et effectivement, bon, tu dis pas comment elle arrive à voir ces choses-là sur le plafond, mais je ne spoilerai pas, je ne spoilerai Alors pas. attention, N'en dites pas contrairement à ce trop. que Je vous n'en pouvez penser, je n'en dirai pas alors, plus. dis-moi Galit. Non, non, je disais, je n'en dirai pas plus sur ce côté de la série. Ouais, Ces mais alors tu scènes-là. vois, ça c'est intéressant ce que tu viens de dire parce que tu vois, le jeu d'échecs, il y a quand même une question de manipulation. On essaye d'anticiper les coups de l'adversaire, on essaye de le manipuler. D'ailleurs, le nom Queen's Gambit, Oui. c'est une pièce qu'on sacrifie volontairement d'un point de vue stratégique. Mhm. En l'occurrence, la reine, c'est la pièce la plus importante d'un échiquier. C'est la pièce la plus puissante, elle peut tout faire. Ouais. Donc si tu sacrifies ta reine, en général, t'es vraiment mal barré. Sauf que là où c'est intéressant, c'est qu'elle sacrifie sa reine en sachant pertinemment que par la suite, elle va pouvoir la récupérer grâce à un pion qui arrive dans le camp adverse. Ouais, Et c'est là où c'est intéressant, parce qu'il y a une manipulation en fait qui est faite. Et pourquoi je te parle de manipulation? Parce que on est aussi manipulé par les scénaristes dès lors où on pense que lorsqu'elle prend ses médicaments, c'est grâce à ça qu'elle arrive à projeter justement ce truc-là et devenir Non. géniale. Et petit à petit, on va comprendre que c'est pas aussi évident que ça. Mais bien entendu, non, mais c'est-à-dire que en fait, c'est ce qu'elle pense. Donc c'est ce que C'est ce que- elle est exactement. persuadée jusqu'à C'est ce ça. qu'elle s'en débarrasse, que c'est ça qui lui donne cette faculté. Écoute, Tout à fait. moi j'ai envie de te dire, alors, success série de Queen Gambit ou pas success série? Clairement. Là, pour le coup, au-delà des notes, au-delà de l'accueil spectateur, d'un point de vue purement technique, c'est une prouesse. Mhm. Honnêtement, je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes, peut-être qu'il y en a hein, effectivement, mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui n'aient pas aimé cette série. Elle a quelque chose d'extraordinaire, cette série, que je n'arrive pas forcément à expliquer avec des mots. Mais il faut la voir pour se faire son propre avis. Donc, moi, j'encourage tous ceux qui ne l'ont pas encore vue, n'est-ce pas, Jérôme, à la découvrir très vite parce que c'est une super série. Eh bien, Rudy, merci beaucoup. Alors, The Queen Gambit, Success Story de ce mois-ci. On te retrouve très vite. Success série de ce mois-ci, pardon. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Success série, donc The Queen Gambit, Success série de ce mois-ci. Rudy, on te retrouve très vite avec un nouveau Success série et une nouvelle série à nous présenter. Et puis, quant à vous, chers tandémistes, Jérôme, merci. Merci Galit, merci beaucoup. J'espère qu'on t'a donné envie, en tout cas que Rudy t'a donné envie.
Et puis, écoutez, quant à vous, chers tandémistes, on se retrouve très vite pour une autre émission, un 50 nuances d'antisémitisme, un invité, une success série. On verra au gré des enregistrements tandem. Je vous encourage fortement à vous, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à notre page Facebook et à notre page Instagram et à notre compte Instagram. Rejoignez-nous, toujours plus nombreux. Merci beaucoup d'être fidèles à nos rendez-vous. À très bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée les amis. Bonne soirée Je Rudy. vous embrasse. À Au bientôt. revoir. Bye bye.